Alors, ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de présenter là, notre projet qui s'appelle un système apprenant rapide pour les programmes de premier épisode de Psychotique. Donc, je vais vous parler d'un système apprenant qu'on a mis en place pour guider en temps réel l'implantation des programmes d'intervention précoce. Et je vais vous parler un petit peu à la fois de qu'est-ce que c'est un système apprenant rapide, mais également comment on a pu en implanter un au Québec, puis comment les cliniques qui ont participé au projet ont pu en profiter. Donc, je vous présente d'abord mes collègues là, qui sont les co-chercheurs principaux là, du projet. Donc, il y a Dr. Srividya Iyer qui est de Centre de recherche Douglas, Dr. Marc-André Roy qui est de l'Université Laval, Dr. Annie Leblanc également à l'Université Laval et Dr. Manuela Ferrari qui est présente ici, qui est également du Douglas et Céline Villemus qui est notre coordonnatrice de recherche. Alors, pourquoi l'intervention précoce? Donc, vous le savez, là, les programmes d'intervention précoce sont efficaces pour diminuer la durée de psychose non traitée, augmenter l'adhésion au traitement et au suivi qu'on sait qui est problématique souvent chez les patients en premier épisode, qui vont souvent pas venir même après une première hospitalisation, même au premier rendez-vous en externe, et qu'on sait que les programmes peuvent être efficaces pour augmenter le fonctionnement des patients, diminuer leurs symptômes et même diminuer le risque de suicide, de même que diminuer les hospitalisations. On sait que les investissements dans les PIPEP sont une option qui est cost-effective dans les pays où elle a été mise en place. Donc, notre objectif n'était pas de redémontrer ça à nouveau, mais bien de démontrer comment on pouvait implanter un système apprenant qui aiderait les cliniques à implanter ces programmes-là. Donc, on sait que la complexité des programmes PEP, c'est que ce sont des équipes qui sont interdisciplinaires, donc des gens qui ont tous des backgrounds de formation différents, des horizons différents, ce qui en fait une force, mais qui en fait aussi un défi pour avoir souvent une perspective similaire en termes de comment on organise nos interventions. Puis ça demande également des intervenants en fait, maîtriser plusieurs interventions psychosociales que sont, par exemple, l'éducation psychologique, le soutien à l'emploi et aux études, les interventions familiales, la thérapie cognitivo-comportementale ou encore le traitement des comorbidités. Et de pouvoir bien maîtriser et d'avoir les outils pour ça, ce sont des éléments essentiels pour pouvoir bien, réussir à demeurer fidèle au modèle pour qu'il puisse vraiment en garder son efficacité. Donc, on sait que dans les processus d'implantation à large échelle, la fidélité au modèle est souvent hétérogène. Ça, c'est valide ce que je dis pour le Québec, mais également des études qui ont été menées au Canada, dans plusieurs provinces, mais également à l'échelle internationale. On sait aussi qu'au Québec, on a quand même une situation qui est particulièrement positive parce que le soutien gouvernemental, le fait d'avoir des lignes directrices nationales, le fait d'avoir de la formation continue, un mentorat et un réseautage de cliniciens et des chercheurs, ça peut aider à atteindre et à maintenir des normes de qualité recommandées. Donc, au Québec, en fait, on a effectivement un contexte qui regroupe ces caractéristiques-là. Donc, on a un gouvernement qui s'est engagé à d'abord fournir à tous les établissements là, du Québec les moyens d'offrir des services des PIPEP, en fait. Ils ont également publié un cadre de référence national, investi à 2 reprises de façon récurrente des sommes de 10 millions de dollars pour pouvoir permettre le rehaussement des PIPEP existants et la création de nouveaux PIPEP. Donc, en ce moment, en tout cas en 2020, il y avait 33 équipes qui offraient des services PEP. On parlait de 18 équipes en 2017, donc on voit vraiment l'impact important là, en quelques années des investissements gouvernementaux et des mesures qui ont été prises pour soutenir les équipes. On parle de 225 professionnels de la santé qui sont impliqués dans les cliniques PEP, 60 psychiatres et c'est près de 2700 patients qui étaient en suivi actif en 2020, avec 1370 nouveaux cas par année dans toute la province. Quand on regarde dans notre système apprenant qu'on va vous présenter, on a 11 cliniques qui faisaient partie de ce projet de recherche-là, dans 10 CCCIUS, 90 professionnels de la santé, 33 psychiatres,
10 chefs d'équipe et environ 1700 patients actifs pour environ 735 nouveaux cas par année. On avait également dans notre projet 5 patients partenaires, donc des jeunes, puis aussi patients partenaires qui étaient des pères aidants et 4 partenaires familles. Et on était également en partenariat avec le Centre national d'excellence en santé mentale, le conseiller PIPEP du ministère et l'ACPEP. Donc, qu'est-ce que c'est le SARPEP? Donc, le SARPEP, c'est un projet de 2 ans de recherche qui a été financé par le FRQS, qui va se terminer en décembre 2021, qui était centralisé au CRCHU, mais qui est un projet multicentrique et qui a été mené grâce à notre coordonnatrice de recherche et un assistant de recherche. C'est un réseau de chercheurs aussi avec 50 co-investigateurs principaux, 12 co-chercheurs. Ça rejoint les 4 universités et 5 centres de recherche. Donc, je vais présenter tout à l'heure les chercheurs principaux. Et on a plusieurs co-chercheurs. J'attire votre attention sur le fait qu'on était en partenariat avec le Centre d'excellence sur le partenariat et avec les patients et le public, là, ce qui est un volet important de notre recherche, de l'implication des patients et des familles. Alors, qu'est-ce que c'est la pertinence du projet? Donc, c'est qu'on a une mission commune qui est d'offrir les meilleurs services possibles aux jeunes Québécois aux prises avec une psychose débutante et on veut vraiment les accompagner dans leur rétablissement. Et comment y arriver? Bien, notre projet propose de soutenir l'implantation des composantes essentielles des PIPEP qui sont déjà démontrées efficaces par l'implantation d'un système apprenant rapide. Alors, l'objectif du projet de recherche, c'était d'abord de déterminer est-ce que c'est faisable d'implanter un tel système apprenant, de déterminer et d'en améliorer l'acceptabilité. Donc, est-ce que les programmes trouvent que c'est possible de l'utiliser, là, ce système apprenant-là, et comment le rendre plus utile pour eux, leur faire voir l'utilité par l'expérience, puis ensuite de déterminer c'est quoi les facteurs de succès d'implantation pour éventuellement, si c'est démontré efficace, pouvoir l'implanter dans tous les PIPEP du Québec, mais aussi potentiellement dans d'autres modèles de soins comme les CIM, par exemple. Alors, qu'est-ce que c'est un système apprenant? Donc, un système apprenant, c'est un système dans lequel on utilise les technologies de la santé, donc pour des plateformes, par exemple, électroniques, là, pour collecter des données qui ont été en fait des indicateurs qui ont été choisis avec toutes nos parties prenantes. Je vais vous les expliquer tout à l'heure, mais dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'avec nos parties prenantes, on a choisi des indicateurs qui représentaient les composantes les plus importantes des pipets. On les mesure avec des technologies de la santé. Là, je vais vous parler de ça tout à l'heure en détail. Puis, par la suite, on renvoie un feedback aux cliniques sur comment ils atteignent ces indicateurs-là. Et par la suite, une fois qu'on a identifié les indicateurs qui étaient le plus difficiles à atteindre, on va donner des formations continues là, sur différentes formes dont je vais vous parler pour permettre aux cliniques d'améliorer en fait leur performance, on va dire, sur ces indicateurs-là. Puis éventuellement, on va mesurer à nouveau les indicateurs pour voir l'amélioration qui a été faite avec les mesures qui ont été prises. Et ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez voir ici, le système, ce qu'il vise, c'est à améliorer la santé des patients et les faire participer au système. Puis, il utilise des technologies là, pour collecter les données, pour partager les connaissances. Et le système s'adapte à la fois au niveau des données qu'il collecte, mais aussi dans la façon dont il présente, dont il retourne le feedback là, aux participants. Donc, le système, il compile en temps réel des données sur nos services. Donc, le but, c'est vraiment d'aider les PIPEP à optimiser leurs énergies sur les facteurs qui sont importants, qui peuvent aider à améliorer les services. Il va offrir un feedback en temps réel, donc retourner de façon graphique là, aux cliniques pour qu'elles puissent se comparer à elles-mêmes dans le temps, mais aussi à la moyenne québécoise. Et va offrir de la formation continue, comme je l'ai mentionné, et mesurer à nouveau l'impact de cette formation continue ou encore d'outils qui vont avoir été proposés là, aux cliniques. Donc, les étapes de notre projet, ça a d'abord été de sélectionner 11 sites à travers le Québec. Comment on les a sélectionnés? En fait, on a choisi parmi les 33 programmes, 11 programmes qui représentaient vraiment la diversité des environnements, fait qu'à la fois des équipes universitaires ou non universitaires, des équipes qui avaient de la recherche ou pas dans leur clinique, des milieux socio-géographiques qui étaient différents, fait que des milieux urbains, semi-urbains, ruraux, qui avaient des zones là, qui impliquaient des temps de déplacement et des distances différents. Fait que, par exemple, on a Rimouski là, qui couvre 200 km à la ronde, mais on a aussi Montréal au centre-ville qui couvre à peu près 5 à 10 km à la ronde.
On a aussi regardé la disponibilité des transports publics, la densité de population et le nombre de cas que couvrait cette clinique-là et s'ils avaient des populations vulnérables ou minoritaires le plus spécifiques qui étaient couvertes dans leur zone. On a également pris des cliniques qui étaient tout petites, d'autres très grosses. Vous allez voir tout à l'heure dans le tableau, qui avaient des années d'opération différentes, donc des cliniques toutes jeunes, des cliniques qui opéraient depuis près d'une vingtaine d'années. Et on a également regardé des équipes qui avaient des défis d'implantation auxquels ils étaient confrontés qui étaient différents. Des cliniques qui couvraient des âges différents, mais toutes des cliniques qui s'engageaient à améliorer leur service et qui étaient prêts à changer. Fait qu'on voit ici que on voit les différentes régions desquelles les programmes étaient issus. On voit qu'il y a tant des milieux semi-ruraux, urbains que ruraux et également un milieu de pédopsychiatrie puis des milieux qui couvraient à la fois pédopsychiatrie, psychiatrie adulte ou juste psychiatrie adulte. Des durées différentes et des cliniques aussi petites que 30 patients actifs, d'autres qui avaient près de 300 patients actifs et des cliniques qui avaient 2 intervenants puis d'autres qui en avaient 16. Donc, vraiment une grande variété. Ensuite, on a nos partenaires impliqués. Donc, on a ici 5 groupes de partenaires impliqués, donc les chercheurs, les chefs d'équipe et les cliniciens, les patients et les familles, les administrateurs et les gestionnaires et les décideurs qui représentent soit le ministère ou le conseiller, des conseillers au ministère. Donc, notre système apprenant, je reprends un peu la figure de tout à l'heure. Vous allez voir ici, je vous indique un peu les différentes parties prenantes qui pouvaient être impliquées à différentes étapes de notre système. Donc, ça, pour la création et l'implantation du système ou même qui bénéficient du fonctionnement du système. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une revue de littérature de laquelle on a extrait les indicateurs ou je dirais, les composantes essentielles les plus importantes. On a évalué c'était quoi les besoins des cliniques pour être capables de collecter des données sur ces indicateurs-là. Puis bien sûr, on a sélectionné parmi les indicateurs lesquels étaient les plus pertinents selon nos différentes parties prenantes, tant en termes de qu'est-ce qui ferait le plus d'impact pour les patients, qu'est-ce qui était le plus important pour eux, selon leur perspective à eux, puis aussi des cliniciens, mais aussi qu'est-ce que les cliniques se sentaient capables de changer dans un délai relativement raisonnable, sachant que le projet, il allait durer 2 ans. Par la suite, on a choisi, avec nos parties prenantes, encore une fois, les technologies de la santé qui seraient le plus appropriées pour répondre aux besoins. On a par la suite regardé aussi comment et sur quels indicateurs les parties prenantes voulaient recevoir du feedback, sur quelle forme ils voulaient recevoir du feedback. Et par la suite, on a permis aux différentes parties prenantes de rentrer des données dans le système et pour celles pour lesquelles c'était pertinent de recevoir des feedbacks du système. Je vais vous en donner des exemples tout à l'heure. Une fois que ça c'est fait, qu'on a agrégé les données au niveau provincial, qu'on a vu où étaient les forces, mais où aussi étaient les difficultés des programmes, on a proposé alors de développer des activités de renforcement des capacités ou c'est ce qu'on appelle les activités d'échange de connaissances ou de formation continue, mais c'est beaucoup sous forme d'échange. Et sont alors invités toutes nos parties prenantes. Et dans le fond, pour même créer nos activités, on a travaillé avec nos partenaires pour savoir quel type d'activité ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient des activités synchrones, asynchrones, en ligne ou en présentiel? Est-ce qu'ils voulaient avoir ça sous forme plus d'échanges en grand groupe ou sous forme de mentorat en binôme? Et également, comment on pouvait aider à créer des outils à partir du partage d'outils qui avaient été créés par différentes cliniques, puis de créer un peu un outil où on englobait un peu la totalité de ces outils-là pour partager un peu les acquis des différentes cliniques. Puis, peuvent participer, bien sûr, à nos activités de transfert des connaissances de toutes les parties prenantes. Et à nouveau, on mesure encore les résultats cliniques, les transformations qu'il y a eu dans les cliniques et est-ce qu'il y a eu des modifications des décisions qui ont été prises à partir des données qui ont été fournies aux cliniques. Donc, avec tout ce processus-là, les indicateurs qui ont été choisis sont les suivants. Donc, il y a des classes d'indicateurs puis des sous-indicateurs. Je vais plus aller avec les classes.
Donc, on a d'abord le processus d'accès aux soins et les délais d'accès aux soins. Donc, on sait que ces éléments-là sont essentiels pour permettre, en fait, d'avoir une durée de psychose non traitée la plus courte possible. Et la durée de psychose non traitée la plus courte possible va, elle, être garante d'un meilleur outcome, que ce soit au niveau symptomatique ou fonctionnel. Par la suite, on a également regardé des indicateurs au niveau de l'engagement et de la satisfaction des jeunes. Fait que les jeunes vont s'engager dans le suivi si le suivi leur convient à leurs besoins. Donc, on a mesuré des indicateurs à ce niveau-là, puis on va vous les représenter tout à l'heure. On a également regardé comment les familles sont impliquées dans le suivi parce qu'on sait que leur implication va aider à l'engagement des jeunes dans leur suivi, à l'observance, au traitement et à la médication et également va aider à réduire le nombre de rechutes. On a regardé les types d'interventions offertes pour qu'elles soient basées sur les évidences scientifiques, mais aussi orientées sur leur établissement. Donc, on a regardé, par exemple, est-ce qu'il y avait de la TCC, des interventions familiales, du soutien à l'emploi et aux études, de la formation, des thérapies intégrées là, pour la toxicomanie et également la paraidance. On a également regardé est-ce que le personnel bénéficie de formation continue, parce qu'on sait que pour pouvoir maîtriser toutes ces interventions-là, puis aussi la philosophie d'intervention des PIPEP, les gens doivent recevoir de la formation continue. Puis ça contribue aussi à la rétention du personnel, puis à éviter l'épuisement. Donc, on a regardé est-ce qu'il y avait de la formation continue selon différents types d'événements, mais également de la supervision et du mentorat qui étaient offerts. On a regardé aussi les ratios patients-cliniciens, à la fois pour les gestionnaires de cas, mais pour les psychiatres, parce qu'on sait que pour pouvoir offrir une intensité de suivi adéquate ou toutes les interventions qu'il faut offrir pour pouvoir faire de l'outreach, ça prend des ratios qui respectent un certain critère. Et on a également regardé l'évolution clinique auto-rapportée par le patient selon les dimensions du rétablissement qui ont été relevées comme étant pertinentes par nos parties prenantes. Donc, je vais vous parler maintenant de l'utilisation des technologies. Fait que comment un système apprenant utilise des technologies, comment nous, on les a utilisées dans notre système. Donc, d'abord, les chefs d'équipe, à chaque 4 mois, remplissent là, dans notre système des questionnaires sur les interventions qui sont offertes. Donc, par exemple, si on a un exemple du questionnaire qui concerne les pratiques d'outreach, de proximité, par exemple, est-ce qu'il y a des pratiques d'outreach qui sont faites pour aider le patient dans ses démarches reliées à l'employabilité, etc. Ces questionnaires-là, ils peuvent être remplis de n'importe quel outil électronique, l'ordinateur, cellulaire, tablette, sur un site web sécurisé et libre d'accès. Ensuite, les chefs d'équipe ont reçu du soutien lorsqu'ils le souhaitaient pour pouvoir faire ces collectes de données-là. Donc, ça pouvait être du soutien pour utiliser les plateformes électroniques, mais aussi pour avoir des idées de comment intégrer la collecte de données à leur routine clinique. Puis souvent, en se basant sur ce que d'autres cliniques ont fait, ça leur a permis un peu d'améliorer et de développer cette culture-là de la mesure. Les assistants de recherche là, ont pu aider là, aux besoins, que ce soit par téléphone, courriel, visioconférence ou même en direct en présentiel, les chefs d'équipe clinique. Par la suite, on a voulu collecter l'évaluation des utilisateurs de leur propre établissement, leur satisfaction par rapport aux services qu'ils ont reçus et leur impression de l'impact de ces services-là sur leur établissement. Et on a voulu regarder aussi la satisfaction des familles, tant au niveau de leur satisfaction par rapport à leurs services qu'eux ont reçus, mais aussi par rapport aux services que leurs jeunes ont reçus. Donc, on a comme ça des plateformes Happy or Not, là, qui sont des tablettes qui peuvent être mises dans les salles d'attente sur les murs ou encore qui peuvent être promenées, là, où les jeunes peuvent cliquer sur l'icône qui dit s'ils ont été satisfaits. C'est bien sûr anonyme. Puis ensuite, le jeune va être invité à documenter les indicateurs qui contribuent le plus à la satisfaction ou à l'insatisfaction par rapport au service. Ces indicateurs-là ont été extraits à partir d'une revue de littérature, puis par la suite, ont été priorisés les 5 premiers par nos patients partenaires. Donc, si le patient était satisfait, on lui demande pourquoi il était particulièrement satisfait et s'il n'était pas satisfait, on lui demande aussi lequel des items il aurait le moins apprécié ou il peut entrer son commentaire aussi en verbatim.
COVID oblige, mais je pense que c'était toute une amélioration aussi, là. Les jeunes peuvent scanner un code QR et remplir sur leur téléphone, même à partir de chez eux. Pour ce qui est d'une évaluation, donc ce que vous avez vu, là, ça ne prend même pas 1 ou 2 minutes à remplir là, sur le téléphone ou sur la tablette, sur le mur. Donc, on a aussi permis aux jeunes de donner un feedback plus approfondi, donc sur les différentes sphères de leur établissement, que ce soit leur santé mentale, leur santé physique, leur situation d'emploi, leur milieu d'hébergement, les activités de loisirs, leur relation avec la famille, les amis ou leur vie amoureuse ou intime, ou encore leur hygiène de vie. Et on leur demande de coter c'est quoi leur perception de ces domaines-là de leur établissement, mais également l'impact que les services ont eu sur leur gestion de ces items-là. Puis encore une fois, bien, on a laissé des tablettes électroniques dans les salles d'attente, mais les patients peuvent le remplir sur leur ordinateur, leur téléphone, à domicile ou peu importe où ils se retrouvent. On a fait la même chose pour la satisfaction des familles. On a utilisé des questionnaires qui étaient validés déjà, qui étaient déjà utilisés là, dans la recherche dans une clinique là, du projet. Alors, c'est les familles qui ont choisi ce questionnaire-là et dans le fond, on mesure leur satisfaction par rapport aux services qu'eux ont reçus pour leurs propres besoins. Donc, par exemple, est-ce qu'ils se sont sentis impliqués dans les décisions? Est-ce qu'on les a écoutés? On a compris leurs inquiétudes? Est-ce qu'on a été disponible pour eux? Mais également, comment ils ont été satisfaits des services que leurs proches ont reçus, par exemple, des psychiatres ou des intervenants qui l'ont aidé. Ce qu'on voulait amener, c'est un changement de culture par rapport à vraiment centrer nos services sur la satisfaction des patients par rapport aux services qu'ils reçoivent. Donc, on a voulu que ce soit intégré dans les milieux de soins et dans le processus de soins. Fait qu'on n'a pas, nous, essayé d'approcher les patients en tant que projet de recherche là, pour qu'ils rentrent des données, mais bien tenter de fournir des outils aux cliniques pour pouvoir l'intégrer dans leur suivi. Donc, on a mis des affiches dans les salles d'attente où le jeune peut scanner le code QR pour pouvoir répondre au questionnaire. En fait, on a fourni des posters aux cliniques, là. On a également fourni comme ça des cartes de visite où on peut indiquer le prochain rendez-vous du patient, mais où à la fois le patient là, à droite peut remplir le questionnaire là, qui prend moins que 2 minutes ou qui prend une dizaine de minutes, ou encore sa famille aussi qui peut répondre au questionnaire. On a également fourni des signatures pour les adresses courriel si les gens voulaient là, comme l'ajouter à leur adresse courriel. Ou on a également proposé des courriels types où les patients, que les cliniques pouvaient envoyer aux patients. Et ils ont ici les différentes options. Puis je n'ai pas mentionné, mais on fait un tirage d'une carte cadeau de 50 $ dans chacune des cliniques parmi les participants à ce volet-là. Donc, les patients pouvaient remplir, une fois qu'ils avaient rempli de façon anonyme là, le sondage, pouvaient remplir un billet de tirage. Maintenant, la fonction feedback. Donc, une fois que les données ont été entrées dans le système apprenant, on veut retourner le feedback aux utilisateurs. Donc, le feedback est envoyé aux cliniques PEP, aux parties prenantes, donc soit au chef d'équipe, aux gestionnaires, selon ce que les cliniques auront demandé. Et ils vont voir dans leur feedback, comme vous allez pouvoir le constater, là, leur évolution à eux-mêmes à travers le temps. Ça va pouvoir se comparer au cas de référence, aux autres PIPEP. Puis il y a toujours l'explication de la logique qui est sous-jacente à cet indicateur-là et des recommandations pour les améliorations quand c'est nécessaire. Donc, on présente toujours les feedbacks positifs en premier pour avoir un meilleur renforcement positif. Et c'est assez le graphique, là, assez facile à saisir. Là. Fait que ça, c'est un rapport de progression. Donc, on explique un peu le rapport. On suggère aux gens d'aller voir sur notre médiathèque que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on propose aussi aux chefs d'équipe, s'ils veulent envoyer leur rapport directement au conseiller PIPEP au ministère et pouvoir être contactés par lui, ils peuvent cliquer là-dessus, puis le rapport va s'envoyer là, automatiquement. Ça leur permet à ce moment-là d'avoir un rendez-vous avec le conseiller PIPEP. Donc, ça vous donne ici un exemple de feedback là, sur les délais d'accès. Donc, ici, on voit en rose là, le standard du cadre de référence là, qui est de 72 heures là, pour le délai d'accès de triage.
On voit ici la moyenne des programmes au Québec à travers le temps. Puis on voit la performance de cette clinique-là ici, là, qui est assez stable dans le temps. On voit la clinique qui a le plus faible délai, puis la clinique qui a le délai le plus long en termes de délai d'accès. Puis ici, on a un texte qui explique, ben, soit bravo ou bon, vous avez bien fait ceci, mais là-dessus, il y a peut-être un peu plus de difficultés. Voici pourquoi cet item-là est important, puis comment vous pourriez faire là, pour l'améliorer. Fait que tous les feedbacks sont faits un peu de la même façon. Fait qu'on voit ici les délais d'accès pour l'évaluation psychiatrique. Fait qu'on voit en bleu là, la moyenne du Québec, là, qui est d'environ 15 jours. On voit ici la norme là, du ministère qui est entre 7 à 15 jours. Puis, on voit ici là, la performance, entre guillemets, là, de cette clinique-là et les délais d'accès à l'évaluation psychiatrique les plus courts et ceux qui sont les plus longs là, à travers là, le projet. Ce n'est pas toujours la même clinique nécessairement. Et on explique encore une fois là, pourquoi c'est important là, que les délais d'accès soient le plus courts possible. Fait que ici, c'en est un autre item qui parle des heures d'ouverture. Donc, en principe, là, il devrait y avoir des heures d'ouverture jusqu'à 20 heures ou plus et ça devrait être 6 jours sur 7 selon le cadre de référence. Puis ce qu'on voit ici, c'est que la clinique qui a reçu ce feedback-là n'ouvre pas jusqu'à 20 heures et elle n'ouvre pas non plus là, 6 jours sur 7. Mais elle voit aussi que quand elle se compare à tous les programmes là, qui participent au système apprenant, que tous les programmes sont dans la même situation qu'elle. Fait qu'à ce moment-là, il est possible que l'intervention doive plus être une intervention peut-être pan-québécoise ou ministérielle plutôt qu'une intervention locale. Un autre exemple de ça, ça c'est un peu pour la flexibilité des rendez-vous. Là. Fait que dans cette logique-là, en fait, dans le feedback là, précédent où on disait que le cadre de référence demande des heures étendues, on a essayé de comprendre mais quelle est la logique sous-jacente. Puis la logique sous-jacente, c'est que on veut essayer d'offrir des rendez-vous urgents quand les gens sont en situation de crise. On veut éviter de leur faire manquer des rendez-vous ou importants, par exemple, à l'école ou au travail. Donc, l'idée, c'est de tenir compte là, de leurs horaires pour pouvoir leur offrir des rendez-vous qui ne vont pas miner leur rétablissement. Donc, on a questionné à ce moment-là les cliniques sur est-ce qu'elles offraient, par exemple, des rendez-vous urgents après les heures d'ouverture habituelles? Est-ce qu'elles offraient, pas urgents, pardon, mais des rendez-vous réguliers, pardon, en fin de journée, là, pour que les gens qui travaillent, par exemple? Ou est-ce que tenait compte des disponibilités du patient pour fixer les rendez-vous pour éviter qu'il ait à manquer du travail ou de l'école? Ou est-ce qu'elles offraient des rendez-vous urgents en cas de crise? Et on a pu voir quand même qu'à ce moment-là, les cliniques respectaient la philosophie derrière l'indicateur qui était demandé par le ministère sans nécessairement le respecter. Ici, on voit que, par exemple, les week-ends, il n'y a pas de rendez-vous qui sont offerts dans la plupart des cliniques. Donc, je vais passer un peu, là, je ne vais pas toutes vous les nommer, je vais vous en passer quelques-uns un petit peu plus rapidement, mais c'est pour vous montrer qu'il y a différents items là, qui sont mesurés, tant au niveau des professionnels qui sont disponibles dans les équipes, que les caseloads. Donc, on voit ici, par exemple, pour les psychiatres, la moyenne du Québec, le standard là, qui est un peu en bas de la moyenne, et on voit qu'il y a des cliniques qui ont vraiment un écart très, très important, mais une amélioration là, à travers là, le temps. Même chose ici là, pour la disponibilité, en fait, des intervenants. Donc, combien de jours par semaine ils sont disponibles pour ceux qui travaillent? On sait que la norme demande que les intervenants soient disponibles au moins, que tous les intervenants soient disponibles au moins 4 jours par semaine, même s'ils ne sont pas à temps plein là, dans les plus petites cliniques. Fait qu'on voit que quand même dans la moyenne, 80 à 90 des programmes, les intervenants sont disponibles au moins 4 jours semaine. On voit ici par rapport à la disponibilité des spécialistes. Donc, on voit que la plupart des cliniques ont des spécialistes, par exemple, en approche familiale ou en réinsertion socio-professionnelle. Par contre, très peu ont des pères aidants et c'est quand même une proportion beaucoup moins qui ont des spécialistes en thérapie cognitivo-comportementale puis en intervention là, pour la toxicomanie. On a ici les caseloads, donc toutes ces interventions-là pour qu'elles puissent être bien, en fait,
bien offertes, on a besoin d'avoir des caseloads qui sont plus raisonnables. Fait qu'on voit que, en rose, encore une fois, le standard de 1 pour 16 du cadre de référence, le caseload moyen de la clinique, 16 patients pour un intervenant. On voit ici le standard de cette clinique-là, et on voit la moyenne québécoise qui est quand même au-delà du standard, et certaines cliniques là, qui sont vraiment très, très, qui ont beaucoup trop gros caseloads, mais avec une amélioration, probablement qu'il y a eu les investissements du ministère là, qui se sont passés à l'hiver et qui ont amené une amélioration importante. Au niveau de l'outreach, on voit que ce sont des pratiques qui sont bien établies. Ici, c'est un exemple où on voyait que la plupart des cliniques, en fait, surtout au début, ne mesuraient pas le taux de patients qui sont désengagés des services, donc qui arrêtent de venir au suivi, alors qu'on sait que c'est une des fonctions principales des PIPEP, c'est d'accrocher les jeunes au suivi. Donc, on voit qu'avec le temps, il y a plus de programmes qui mesurent cet indicateur-là. Et on voit ici l'évolution du taux de désengagement là, dans le temps pour la moyenne des cliniques au Québec, le standard là, du ministère et cette clinique-là qui avait mesuré. Ici, on voit là, les 2 premiers temps de mesure, puis après ça, qui a arrêté de mesurer. On a encore un peu ici un exemple pour le pourcentage de patients qui sont sous clozapine, qui reçoivent des APAP ou à qui on a offert un antipsychotique. Puis on voit ici que bien, des fois, il y a des cliniques qui n'ont pas collecté des données. Les raisons peuvent être diverses à certains moments, mais ils continuent quand même à recevoir le feedback des autres cliniques. Puis quand ils reprennent, on retrouve leurs données à nouveau. Donc ici, c'est sur par exemple, est-ce que les cliniques demandent le consentement des patients pour transmettre de l'information? Fait qu'on voit que la plupart des cliniques le font de façon plus globale, mais par contre, une majorité ne le font pas nécessairement avant chaque fois qu'ils transfèrent de l'information. La majorité ne demande pas nécessairement que la personne soit présente quand il y a un transfert d'information. Ils ne l'informent pas nécessairement tous à chaque contact qui est fait, mais tous demandent quand même la permission sur le type d'information à transmettre. Ça, c'est un exemple de feedback sur lequel les, entre guillemets, normes ne sont pas toujours claires. C'est sûr que c'est clair qu'il faut demander le consentement, mais à quelle fréquence, comment, etc., ce n'est pas toujours clair. C'est le genre de feedback où des experts ont donné un peu leur avis, puis oui, il pourrait y avoir certainement une session de partage de connaissances pour voir quelles sont les différentes pratiques. On a ici, par rapport aux familles, donc, vous voyez, c'est des feedbacks qui ont été introduits plus tard dans le temps. Fait qu'une fois que les premiers feedbacks ont été, en tout cas pour plusieurs indicateurs, là, bien atteints, là, on peut passer à d'autres indicateurs qui sont parfois un petit peu plus difficiles ou simplement d'augmenter nos cibles. Donc, on a travaillé sur les groupes d'éducation psychologique pour les familles et aussi le fait de fournir de l'information écrite sur la psychose et les services offerts aux familles. Ça, encore une fois, c'est par rapport à l'engagement des familles, mais dans différents moments cruciaux du suivi. On sait que souvent, les familles sont bien impliquées au début, soit lors de l'évaluation initiale ou au cours de la première année, mais que les cliniques ont tendance à désinvestir les familles par la suite, alors que les familles ressentent le besoin de continuer à être impliquées dans le suivi de leurs patients et que l'engagement des familles, on sait que c'est lié directement là, au désengagement en fait des patients. Donc, plus leurs familles sont engagées, plus les patients sont engagés dans le suivi, puis moins on engage les familles, plus le taux de désengagement des patients augmente. Puis notamment le transfert, c'est un moment crucial. On voit ici qu'il y a comme de l'amélioration quand même à avoir là, à ces niveaux-là. Ça, c'était encore dans les services qui étaient offerts pour les familles. Puis on voit que la plupart des cliniques n'ont pas de parents aidants famille ou de groupe là, de soutien par et pour les familles. Ici, c'est par rapport au processus de transfert. Donc, on voit que la plupart des cliniques font des plans de transfert détaillés. Par contre, peu accompagnent ou revoient le patient là, une fois le transfert effectué et peu contactent la clinique qui a reçu le patient pour être sûr que le transfert s'est bien effectué puis que le patient continue à aller à son suivi. On a un item ici sur les fréquences des réunions d'équipe. On voit que c'est quand même très bien là, parce que ces rencontres-là sont vraiment le lieu d'échange, de partage de connaissances, de mentorat puis de discussion là, de cas complexes.
Ici, on voit, pardon, le pourcentage d'intervenants qui ont accès à de la formation continue. Donc, on voit qu'il y a eu vraiment une amélioration là, au cours là, du suivi. Et je n'irai pas dans le détail ici, mais dans le fond, on a identifié tous les domaines qui sont pertinents pour que l'équipe, ce n'est pas besoin que ce soit chaque intervenant, mais ait globalement de la formation continue là, de façon régulière. Et chaque clinique le reçoit, dans le fond, un feedback de, dans les 2 dernières années, votre équipe a globalement suivi de la formation à ce niveau-là. Puis voici ce qu'on vous suggère, dans le fond, comme type là, de formation à suivre parce que vous n'en avez pas suivi dans les dernières années. Au niveau de la satisfaction des patients, donc les cliniques reçoivent un feedback sur la satisfaction des patients. Donc, on voit ici qu'il y a 215 patients qui ont répondu dans les derniers 4 mois pour cette clinique-là. Et on voit la satisfaction globale des patients et quels sont leurs points forts puis quels sont leurs points à améliorer. Fait qu'en termes des activités de partage de connaissances, donc, on essaie dans un système apprenant d'utiliser les forces du milieu. Donc, par exemple, si nous, on a la chance d'avoir un conseiller, le PIPEP, au ministère, on a la chance d'avoir l'Association québécoise des programmes pour le premier épisode psychotique. Donc, ils ont été impliqués dans le soutien là, au PIPEP, mais également les chercheurs cliniciens là, experts qui étaient membres là, du système apprenant. Et l'équipe de recherche, eux, aidaient pour l'utilisation, en fait, du système apprenant, donc vraiment pour comment utiliser les outils et la plateforme électronique. Avec les activités de renforcement des capacités, qu'on appelle en fait les activités d'échange de connaissances ou de partage de connaissances, le but, c'était d'aider les cliniques à utiliser efficacement les feedbacks pour améliorer leur pratique clinique en visant, bien sûr, les normes du cadre de référence. Fait que, dans le fond, on offrait des événements d'échange de connaissances, que ce soit des conférences ou des ateliers, en personne ou en ligne. Quand c'était en ligne, ça pouvait être des formations asynchrones ou synchrones, donc qui ont lieu comme live, ou ça peut être des formations qui avaient déjà été enregistrées ou des PowerPoint là, qui sont partagés. Il y avait aussi, ou il y a aussi en fait des articles qui sont mis en ligne. Il y a par la suite la co-création et le partage d'outils. Donc, différentes cliniques qui avaient développé différents outils qui l'ont partagé ensemble, comme par exemple pour les outils de transfert. Et l'équipe du SARPEP a monté un outil combiné et l'a repartagé par la suite là, à toutes les cliniques. Et on offre également de pairer, par exemple, des équipes qui sont particulièrement fortes sur un item pour mentorer des cliniques qui ont plus de difficultés sur ce même item-là. Donc, ça, je l'ai mentionné. Donc, par exemple, on a donné des formations sur comment aider à réduire les délais d'accès, sur la fin des services, comment faire le processus de transfert et aussi comment simplement interpréter et utiliser les feedbacks du système apprenant. On a également, comme j'ai mentionné, la médiathèque en ligne. Fait qu'on voit que pour les différents items, là, les différents indicateurs, l'utilisateur peut cliquer là-dessus. Si lui, par exemple, il a vu qu'il y avait des difficultés au niveau de l'engagement des jeunes et avoir accès ici à des formations qui ont déjà été offertes ou encore à des documents là, du ministère, etc. Donc, au niveau de la mesure de l'impact, est-ce que c'est efficace un système apprenant? Donc, on a un cadre conceptuel en recherche qui s'appelle le REAIM, qui vise à regarder la portée. Donc, est-ce qu'on a réussi à atteindre la population qui était ciblée? Est-ce que cette population-là, qui est les cliniques PEP, là, a adopté la nouvelle intervention? Est-ce qu'ils ont changé leur façon de faire? Fait qu'on voit que ces 2 items-là sont atteints. On a également mesuré l'efficacité. On voit que ça, c'est comme en cours d'atteinte sur les résultats que les patients obtiennent. On a regardé aussi, ou on va regarder en fait, les facilitateurs puis les barrières à l'implantation. Donc, on est en train d'élaborer la recherche qualitative à ce niveau-là auprès des participants et on veut regarder est-ce que les programmes ont l'intention de maintenir l'utilisation des technologies pour continuer à mesurer des données dans leur suivi. Fait qu'on voit ici comme en vert les cliniques qui ont réussi déjà à faire que beaucoup de jeunes participent là, à entrer leur satisfaction. On voit qu'il y a des cliniques pour qui ce n'est pas encore atteint, là, ça vient d'être lancé depuis cet été, puis des cliniques qui sont en voie là, de progression.
Ici, on voit que dans le fond, notre système là, permet de récolter là, environ 200 à 300 données sur la satisfaction là, dans les derniers mois des usagers par rapport aux services qui sont reçus. Et dans le fond, on voit aussi que les programmes participent de façon importante à la fois à nos réunions de recherche. Il y en a eu 3 dans l'année. Il y en a 100% qui ont assisté à 2 des 3 premières sessions de transfert des connaissances, puis 11 sur 11 des cliniques qui ont participé aux rencontres où on a présenté à leurs cliniciens et les gestionnaires et les chefs d'équipe les résultats là, de leur, on va dire, performance, entre guillemets, là, sur les indicateurs. Ça illustre un peu la même chose. En termes d'efficacité, on voit que le système a permis de réduire les délais d'évaluation psychiatrique là, de 16 à 13 jours. Donc, on était un petit peu en haut des délais, puis on est en train d'entrer dans la marge des délais qui sont requis. Même chose pour les délais du premier contact. On est passé de 3,6 jours à 3 jours en moyenne. Il y a moins de cliniques qui ont des critères d'exclusion, puis il y a eu plus de personnel qui a reçu de la formation continue. Puis on a vu aussi que les références des patients, là, autres que d'arriver par l'urgence, ont augmenté. Là, on parle d'augmentation de 60 à 288 au dernier temps de mesure là, par rapport au début. Puis, on parle là des jeunes qui s'auto-réfèrent ou des proches qui réfèrent leurs patients ou encore des écoles qui réfèrent des jeunes. Donc, quand on regarde nos 8 indicateurs, on voit que la capacité à collecter les données s'est améliorée à travers le temps, puis est atteinte pour 4 des 8 des groupes d'indicateurs pour toutes les cliniques. Puis on voit que d'autres données là, comme l'engagement, on est en train de développer notre capacité là, à collecter les données, mais ça s'est amélioré depuis le début. Là, on a dit qu'on a lancé cette phase-là, surtout depuis le mois de juin dernier. Puis même chose par rapport au type d'interventions qui sont offertes et l'auto-évaluation des patients de leur état clinique. En termes d'atteinte des standards, pour la plupart des items, on est en progression, puis c'est en cours d'atteinte. On n'a pas complètement atteint les standards encore. Et on voit ici là, que ça n'a pas beaucoup changé depuis le début, alors que l'offre des différents types d'interventions est acquise depuis le début du projet et l'auto-évaluation, ça, c'est encore en cours. On voit que presque à tous les temps de mesure, là, toutes les cliniques ont répondu à tous les questionnaires, là, les chefs d'équipe. On voit qu'on collecte les données de façon beaucoup plus rapide qu'au début, ce qui démontre une meilleure capacité à collecter les données, puis probablement une plus grande pertinence pour les programmes de le faire. On voit qu'on est capable de collecter des données qui sont plus complexes, comme de savoir combien de personnes se sont désengagées du suivi ou combien de patients reçoivent des antipsychotiques injectables ou de la clozapine, par exemple. Ou encore d'où proviennent là, nos références, ce que la plupart des cliniques n'avaient pas comme données. On peut voir que le système apprenant a permis d'implanter rapidement des changements dans les pratiques, que les gens souhaitent en connaître plus par rapport à leurs pratiques. Donc, ils nous ont demandé de collecter plus de données sur des sous-indicateurs, si on peut dire. Puis, il y a des programmes aussi qui n'étaient pas au courant. Là, c'est la première fois qu'on le présente un peu là, plus grand public, qui nous ont contactés pour vouloir faire partie là, du système apprenant. Il y en avait entendu parler par d'autres programmes. Donc, c'est quoi les retombées possibles? En fait, on pourrait là, déployer, maintenant qu'on l'a bien déployé dans 11 programmes, on pourrait le déployer à 33 programmes. Il y a d'autres provinces qui ont démontré un intérêt et ça peut aussi les Américains là, qui ont développé un système similaire et sont intéressés à ce qu'il y ait de la collaboration avec nous et éventuellement en Europe aussi. Ça pourrait peut-être être utilisé comme outil de fidélité. On est en train de mesurer la précision et la fiabilité là, des données qui sont rentrées par les programmes versus un processus d'homologation, mais qui peut être vraiment plus exhaustif puis demande beaucoup de ressources et de temps. Et éventuellement, cet outil-là pourrait être transposable à d'autres modèles de soins qui sont aussi des équipes multidisciplinaires qui nécessitent plusieurs composantes à leur intervention, comme les équipes SIM, par exemple, ou les aires ouvertes là, qui vont se développer.
C'est un projet qui demande de développer des nouveaux feedbacks en continu, de continuer à collecter des données, puis qui nécessite qu'on précise un petit peu plus des indicateurs. Une fois qu'on sait qu'on offre de la TCC, ben, on a combien de patients qui en reçoivent, puis attendre combien de temps là, pour la recevoir, cette intervention-là. Et on a besoin, bien sûr, d'animer la communauté de pratique là, qui est autour du système apprenant. On a besoin de continuer à développer des outils cliniques pour soutenir les cliniciens, puis de développer des formations continues qui sont pertinentes aux besoins. Donc, le système apprenant permet de générer des connaissances rapidement. Les cliniciens reçoivent un retour rapide sur ces connaissances-là. Elles sont intégrées plus rapidement dans un changement de pratique. Puis, on peut aussi modifier la recherche parce que les cliniciens nous disent les questions qui sont pertinentes ou les patients nous disent les questions qui sont pertinentes à se poser. Et on espère avec ça amener un changement de culture dans l'amélioration des soins pour qu'elles soient données, de façon basée sur des choses qu'on puisse mesurer.